Sous chaque grande ville se cache une autre ville, invisible, silencieuse et parfois véritablement dangereuse. Nous avons l'habitude de percevoir le métro comme quelque chose d'absolument banal. On monte dans une rame, on arrive à destination, on sort. Mais certains réseaux souterrains du monde ont depuis longtemps dépassé leur simple fonction de transport. Ils sont devenus des lieux où l'histoire se mêle au mystère, où l'architecture côtoie la folie et où la civilisation révèle ses failles les plus profondes. Aujourd'hui, nous descendons explorer les 5 métros les plus inquiétants et les plus étranges de la planète. Il ne s'agira pas simplement d'une esthétique exotique ou d'un design inhabituel. Chacun de ces endroits porte en lui quelque chose d'obscur, une architecture qui oppresse physiquement l'esprit, des installations classifiées gardant des secrets d'État, des millions de restes humains à quelques mètres des passagers, ou des communautés entières ayant choisi les ténèbres éternelles plutôt que la lumière du soleil. Nous voyagerons d'un souterrain suédois peint couleur lave figée jusqu'à un bunker nord-coréen situé à 110 mètres sous la surface, des tunnels secrets sous Moscou jusqu'aux artères parisiennes creusées à travers les ossements de 6 millions de personnes. Et le dernier endroit n'appartient pas au passé, il existe en ce moment même au cœur de la ville la plus riche du monde. Et aucune logique ne permet de l'expliquer. En route. Le métro de Stockholm est communément appelé la plus longue galerie d'art du monde. Des centaines d'artistes ont transformé ces stations en œuvres pendant des décennies. Mosaïques, sculptures, installations monumentales. Des touristes viennent spécialement dans la capitale suédoise pour parcourir le réseau et admirer cette beauté souterraine. Mais il existe une station qui se distingue de manière absolument radicale. Elle n'émerveille pas, elle effraie. Son nom officiel est Solna Centrum. Dans le langage populaire, on l'appelle autrement, la porte de l'enfer. La station a ouvert en 1975 et les architectes ont pris une décision qui alimente les débats encore aujourd'hui. Plutôt que de recouvrir les parois de panneaux ordinaires, ils ont conservé la roche naturelle vivante, enduite d'une couche de béton projetée et peinte dans une couleur qui coupe le souffle. Le plafond et les voûtes imposantes sont d'un rouge sang intense et agressif qui descend vers le noir en milieu de paroi avant de laisser place à une fine bande verte au ras du quai. Selon le projet des artistes Carl Olof Björk et Anders Åberg, cette palette devait symboliser un ciel de crépuscule sur une forêt de sapins et attirer l'attention sur les problèmes écologiques et la dépopulation des campagnes suédoises dans les années 70. Mais l'effet psychologique obtenu fut exactement à l'opposé de l'intention. Lorsque vous montez sur l'escalator et commencez à descendre lentement, votre cerveau refuse de traiter ce trajet comme ordinaire. La voûte de pierre rouge sang surplombe votre tête comme un être vivant éclairé par des lampes dissimulées qui donnent à la roche l'apparence d'être incandescente de l'intérieur. Les parois bosselées et irrégulières projettent des ombres profondes qui se déplacent avec vous. L'impression est totale, vous plongez dans la gueule d'un volcan. Un instinct primitif hurle une seule chose, remonter immédiatement à la surface. Sur les parois, on distingue de petites représentations de la vie rurale, des élans, des bûcherons, de vieilles maisons villageoises. Mais tous ces détails tranquilles disparaissent entièrement dans l'atmosphère oppressante de la pierre rouge. Solna Centrum est sans doute l'expérience la plus audacieuse et la plus agressive jamais menée dans le domaine du design des espaces publics. Est-ce beau ? Oui, d'une puissance fascinante. Mais se sentir serein en attendant un train sous ce ciel de pierre cramoisie est pratiquement impossible pour quiconque. Et le lieu suivant exerce une pression encore plus grande sur l'esprit, non plus pour des raisons artistiques, mais pour des raisons politiques. 110 mètres de profondeur, 4 minutes en escalator. Bienvenue à Pyongyang. Si l'architecture de Stockholm écrase comme un parti pris artistique, celle de Pyongyang écrase différemment, méthodiquement, idéologiquement, à l'échelle de l'État. Le métro de Pyongyang n'est pas un simple réseau de transport, c'est un objet stratégique militaire, conçu dans un seul but, résister à une frappe nucléaire directe et maintenir sous terre tout ce qui est nécessaire à la survie de l'État. La construction débuta à la fin des années 60 du XXe siècle et les ingénieurs abordèrent la tâche avec une rigueur toute militaire. La profondeur moyenne des stations est d'environ 110 mètres sous la surface. En certains points, elle atteint 120. Pour accéder au quai, le passager passe près de 4 minutes sur un escalator en descente continue. Et pendant tout ce temps, des haut-parleurs diffusent de la musique patriotique et des hymnes révolutionnaires, disposant les citoyens dans l'état d'esprit idéologique requis. À l'entrée des tunnels sont installées de massives portes étanches en acier et béton, pesant des dizaines de tonnes. En cas d'alerte aérienne, elles se ferment automatiquement, transformant le métro en ville souterraine entièrement autonome, dotée de ses propres systèmes de ventilation, de filtration de l'air et d'alimentation en eau.
À l'intérieur règne une pompe qui rappelle les palais de l'ère stalinienne. Colonnes de marbre, immenses lustres en bronze, stucs richement travaillés. Et partout, d'immenses panneaux en mosaïque représentant les dirigeants entourés d'un peuple heureux dans des champs ou des usines. Aucune publicité commerciale, seulement des affiches de propagande et des présentoirs de journaux que les gens lisent en attendant les trains. Pendant longtemps, les touristes étrangers n'avaient accès qu'à 2 stations de démonstration, ce qui a alimenté d'innombrables théories selon lesquelles le reste du réseau n'existait pas ou ressemblait à des taudis. Les rames qui circulent ici sont d'anciens trains allemands réformés à Berlin, repeints mais conservant des traces de leur passé, inscriptions en allemand et égratignures sur les vitres. Mais le plus troublant restent les rumeurs que nul ne peut ni confirmer ni réfuter définitivement. Des transfuges et des services de renseignement évoquent l'existence d'un réseau parallèle de tunnels réservé exclusivement à la haute direction du pays, reliant les résidences gouvernementales, les installations militaires et des bunkers secrets. Un monde parallèle dans le monde parallèle. Le métro de Pyongyang est un endroit où l'on ressent physiquement le poids d'un système qui n'admet aucune question. Voyageons maintenant quelques milliers de kilomètres vers le nord-ouest. Sous Moscou aussi existe un 2e métro. Et là-bas, contrairement à Pyongyang, la lumière est encore allumée. Existe-t-il une 2e ville sous Moscou? Ce n'est ni une légende urbaine, ni une théorie du complot, c'est une question à laquelle les services secrets russes n'ont jamais apporté de réponse claire en plus d'un demi-siècle. L'objet D6, connu du public sous le nom de Métro 2, est un réseau de transport parallèle présumé, tracé parallèlement au métro civil, mais à une profondeur considérablement plus grande. Selon les chercheurs, les rapports américains déclassifiés de l'ère soviétique et les témoignages de ceux qui auraient réussi à y pénétrer, la profondeur d'enfouissement varie de 50 à 200 mètres. La construction aurait débuté sous Staline, obsédé par l'idée de se déplacer clandestinement en cas de menace nucléaire. Le réseau relierait le Kremlin, le siège du FSB sur la Loubianka, le ministère de la Défense, l'aéroport gouvernemental de Vnukovo 2 et un immense complexe souterrain dans le quartier de Ramenki, capable d'accueillir 15 000 personnes pendant plusieurs mois d'existence autonome. Officiellement, ni le FSB, ni le ministère de la Défense, ni aucun autre organisme n'ont jamais confirmé l'existence de ce réseau. Mais ils ne l'ont jamais formellement démenti non plus, ce qui ne fait qu'attiser l'intérêt. Les passagers ordinaires du métro moscovite, sans le savoir, frôlent parfois ce secret de très près. Sur certaines sections, notamment sur la ligne circulaire et la ligne rouge, si l'on regarde attentivement dans l'obscurité côté fenêtre, on peut apercevoir d'étranges embranchements s'enfonçant dans les ténèbres, des portes blindées obturant des tunnels latéraux ou des zones où le signal téléphonique disparaît soudainement sans aucune raison visible. Les explorateurs qui ont réussi à s'infiltrer dans les parties périphériques du système décrivent des détecteurs de mouvement, des caméras et des gardes armés sur les ouvrages. Le plus inquiétant dans le métro 2, c'est qu'il est manifestement habité en ce moment même. Ce ne sont pas des ruines abandonnées ni un musée, la lumière y brille. De puissants ventilateurs y fonctionnent, leur grondement s'entend parfois à travers les bouches d'aération en surface, et les rails, selon ceux qui les ont vus, sont polis jusqu'à l'éclat, ce qui signifie que des trains y roulent régulièrement, transportant des marchandises et des passagers inconnus. Savoir que juste sous les pieds de millions de moscovites partant au travail ou rentrant chez eux existe un autre monde avec ses propres itinéraires, ses propres voyageurs et ses secrets d'État, c'est une impression difficile à chasser. Imaginez maintenant que sous une ville se dissimule quelque chose de bien plus ancien encore. Pas des secrets d'État, mais 6 millions de personnes, à quelques mètres de vous. Paris est universellement surnommée la ville de la romance, des lumières et de la beauté. Mais peu de gens réalisent que cette ville repose littéralement sur des ossements. Sous les pavés des boulevards pittoresques et des terrasses de café s'étend un immense réseau d'anciennes carrières, les catacombes de Paris. Et il se trouve que les lignes du métro de la capitale sont condamnées à coexister avec ce royaume. À la fin du XVIIIe siècle, quand les cimetières débordants empoisonnaient l'eau et l'air, les autorités prirent une décision radicale: transférer les restes de millions de Parisiens dans les galeries souterraines abandonnées. Naquit ainsi le plus grand ossuaire du monde, où reposent les ossements de 6 millions de personnes. Les ingénieurs qui percèrent le métro au début du XXe siècle durent résoudre un problème d'une complexité extraordinaire. Comment tracer des tunnels sans troubler le repos des morts, ni précipiter des quartiers entiers dans d'immenses cavités? Le travail fut mené avec une précision chirurgicale, mais la proximité demeura saisissante. Les tunnels du métro passent à une distance dangereusement faible des galeries de l'ossuaire.
Parfois, l'espace entre la paroi en béton, derrière laquelle sont assis les passagers, et les murs soigneusement ordonnés de crânes et de fémurs n'est que de quelques mètres. Imaginez ce tableau. Vous êtes en route pour le travail, vous lisez un livre ou regardez votre téléphone, et à littéralement la distance d'un bras tendu, dans l'obscurité et le silence complet, reposent les restes d'anciens habitants de cette ville. Révolutionnaires, aristocrates, paysans, victimes d'épidémies de peste et de guerre. Des murs d'ossements se succèdent sur des kilomètres, formant un labyrinthe orné de plaques portant des inscriptions philosophiques sur la vanité de l'existence. Les vibrations des trains qui passent constituent un casse-tête permanent pour l'inspection des carrières, car elles risquent de provoquer l'effondrement du calcaire fragile. Ceux qui descendent clandestinement dans les catacombes, on les appelle les cataphiles, racontent comment ils s'allongent dans des salles remplies de crânes et entendent au-dessus d'eux le grondement des rames qui passent. L'histoire connaît des cas où des ouvriers du bâtiment ont soudainement découvert des sépultures oubliées, littéralement bourrées d'ossements. Le métro parisien est un mince fil de vie tendu à travers le règne du repos éternel. Et quand un train s'arrête inopinément dans un tunnel sombre entre deux stations et que la lumière s'éteint, même le passager le plus rationnel se demande une seconde ce qui se trouve exactement de l'autre côté de cette fine cloison. Mais ce qui nous attend en dernière position fait peur d'une toute autre façon, parce que ce n'est pas de l'histoire, cela se déroule en ce moment même. Ce que nous avons gardé pour la fin ne se cache pas dans le passé, ni dans des secrets d'État, ni dans des sépultures anciennes. Le véritable cauchemar se déroule en ce moment même sous les rues de New York. Le tunnel de la Liberté, une ancienne voie ferrée de marchandises sous le parc Riverside, est devenu l'épicentre de ce qu'on ne peut appeler autrement qu'un abîme social. Le tunnel fut construit dans les années 30 du XXe siècle. Dans les années 80, le trafic de fret avait presque cessé et c'est alors que les hommes prirent possession du vide. Au départ, ils n'étaient que quelques-uns, puis des dizaines, puis de véritables colonies vinrent à pousser sous terre. Ici, il n'y a pas de loi, pas d'électricité, pas de lumière du soleil. Des gens vivent dans des niches creusées dans les parois en béton, construisent des abris en contreplaqué et en plastique directement sur les rails rouillés. Ils allument des feux pour se réchauffer et préparer leur nourriture. La fumée remonte jusqu'aux grilles d'aération et s'échappe sur les trottoirs, créant en surface l'illusion d'un incendie souterrain. Les conditions de vie sont effroyables. Insalubrité totale, rongeurs par dizaines, absence totale d'eau potable. Mais plus terrifiante encore que les conditions physiques est ce qui arrive aux êtres humains. Beaucoup d'habitants de tunnels, souffrant de troubles psychiatriques ou de dépendance, ne remontent pas à la surface pendant des mois, parfois des années. Leurs yeux se déshabituent progressivement à la lumière du jour. Leur peau pâlit. Leur psychisme change de manière irréversible. La journaliste Jennifer Todd, qui a écrit un livre sur ce lieu, décrivait des communautés entières dotées de leur propre hiérarchie et d'une forme d'autogouvernance. Des enfants y sont nés et y ont grandi, pour qui le fracas des rares trains et l'obscurité permanente étaient la norme, et le monde extérieur, avec son soleil, semblait lointain et hostile. Les parois du tunnel sont couvertes de graffitis de l'artiste Chris Pape, qui créait des portraits des habitants et des scènes surréalistes, les éclairant avec des phares de voiture. Les visages surgissant de l'obscurité dans un faisceau de lampes ressemblent à des fantômes observant les visiteurs indésirables. Malgré les descentes policières périodiques et les tentatives des autorités de reloger les habitants du tunnel, la vie y revenait toujours à son cours habituel. Le tunnel de la Liberté est un rappel vivant et palpitant que même au cœur de la métropole la plus riche du monde peut exister un univers parallèle de désespoir, caché à quelques mètres seulement sous les pieds des touristes se promenant dans le parc. Ces 5 lieux que nous avons parcourus aujourd'hui ont un point commun. Ils existent en dehors de toute expérience humaine ordinaire. Sous nos pieds se trouvent des mondes entiers dont la grande majorité des gens n'a pas la moindre idée. La démence artistique de Stockholm, l'isolement monumental de Pyongyang, le secret d'État de Moscou, 6 millions de témoins silencieux sous Paris et le cauchemar vivant du tunnel new-yorkais. Chacun de ces endroits pose une question à laquelle il n'existe pas de réponse simple. Que se passe-t-il vraiment là où la lumière du soleil ne pénètre jamais ? Écrivez en commentaire, dans lequel de ces 5 endroits refuseriez-vous de passer une seule nuit, quelles que soient les conditions. Ce n'est pas seulement une question de peur, c'est une question sur ce qui vous effraie le plus profondément. La cruauté humaine, le secret d'État, le poids de l'histoire ou quelque chose d'entièrement différent. Abonnez-vous à la chaîne, il nous reste encore de nombreuses histoires à raconter sur ce qui se cache là où la plupart des gens ne regardent jamais.